I prefer to speak in English. Je préfère parler anglais si vous le voulez bien, désolé, mais voilà, c'est comme ça. On va savoir si on doit travailler avec l'ingénierie sur le climat et en fait, c'est vraiment le cœur du problème. Depuis la révolution industrielle, il y a 200 ans, on a libéré 2000 milliards de tonnes cubes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et la température de la planète a augmenté. C'était indéniable. En même temps, la population de la planète a augmenté, les pays sont de plus en plus industrialisés et les émissions ont augmenté d'autant. Premier message, les émissions de CO2 dans l'atmosphère vont rester là-bas dans l'atmosphère pendant des siècles. Et elles auront un effet à long terme sur la Terre. Et voilà un autre problème. 7% seulement de la chaleur se trouve dans l'atmosphère. Les autres 93% sont stockés dans l'océan. Donc en fait, c'est l'océan qui absorbe la chaleur, l'augmentation de chaleur due aux émissions de gaz carboniques. Et la modification de la température a entraîné une expansion thermique. Au final, ça ne va pas disparaître, même si nous réduisions les émissions de CO2 à zéro. Ça va durer des siècles, voire des milliers d'années. Le niveau des mers et des océans augmente et la vitesse à laquelle cette augmentation se produit augmente également. L'épaisseur de la calotte glaciaire, comme vous le savez, au pôle Nord, a diminué et diminue déjà depuis de nombreuses années. J'ai une très courte vidéo que je voudrais vous faire voir. Elle a été filmée par des étudiants de l'université de Rutgers pendant des croisières que nous faisons tous les ans dans l'Antarctique. Nous partageons cette planète avec d'autres êtres vivants. La planète ne nous appartient pas, nous la partageons avec d'autres êtres vivants. Et voilà certains des êtres vivants avec lesquels nous partageons la planète et qui habitent l'Antarctique. L'Antarctique est l'une des régions les plus pures et les plus belles de la planète et pourtant l'impact que nous sommes en train d'avoir sur la calotte glaciaire est énorme. Ça, c'est un glacier qui s'est décroché de la banquise et qui est venu taper sur notre bateau. La question est, que devons-nous faire et que pouvons-nous faire? Il y a deux façons dont nous pouvons réagir pour faire face au problème. La première, c'est déjà d'éliminer les déchets. On peut éliminer le CO2 de l'atmosphère. Clive en a parlé tout à l'heure et il a dit que ça pose un problème et on en reparlera dans quelques instants. Et donc, ça permettrait de continuer à brûler des carburants fossiles. Et l'autre solution, ce serait de couvrir avec du parfum, caché. Sauf que une plus en plus grande partie de l'énergie solaire retournerait dans la stratosphère. Et ça ne changera pas la quantité de CO2, mais ça changera la température. Alors, je vais vous parler maintenant de la capture directe d'air. C'est un processus qui a été démontré aux États-Unis, dans plusieurs pays du monde également. Ça coûte très cher, mais c'est faisable. Je vous parle de prix, de frais, parce que si l'on développe un processus à grande échelle, son prix va diminuer. Si on devait construire un seul iPhone, ça aurait coûté des millions de dollars. Mais on fait tellement de millions d'iPhone que du coup, il ne coûte plus que quelques centaines de dollars. L'échelle est très importante et dans une économie positive, eh bien, l'augmentation d'échelle entraîne un effet positif. On peut également faire quelque chose de très simple. On peut retirer l'oxyde de carbone à la source. Alors, il y a différentes technologies qui permettent de le faire, mais le problème, c'est qu'on a du mal à évaluer la taille de ce défi.
Je vais vous en parler un petit peu. Aux États-Unis, il faudrait retirer 50 kg de CO2 par jour pour chaque habitant de l'Amérique. 50 kg de CO2 par jour pour chaque Américain. Si l'on pouvait éliminer 100% des molécules de CO2 dans un volume d'air, il faudrait traiter 50 000 mètres cubes d'air par Américain par jour. Donc, l'élimination directe du carbone devrait être déployée à une échelle gigantesque. Et qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ce CO2 qu'on a récupéré? Là, c'est un problème. Personne ne veut de ce dioxyde de carbone dans son jardin. Je ne vais pas rentrer dans toutes les ramifications et je vais souligner simplement que l'élimination du CO2 est techniquement faisable, mais ça coûte cher. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait du CO2? Qu'est-ce qu'on fait des déchets? C'est l'un des plus gros problèmes. Qu'est-ce qu'on fait du CO2 une fois qu'on l'a récupéré dans l'air? Ensuite, comment est-ce qu'on peut soigner le ciel? Les radiations du Soleil peuvent être réfléchies dans l'espace et on peut le faire assez simplement. Les radiations sont réfléchies par les plantes, par la glace, et l'Académie américaine a considéré deux choses. Les aérosols stratosphériques, regardez, la première solution, les traces des bateaux, les traces laissées par les bateaux. Vous pouvez voir d'ailleurs également les traces laissées par les avions lorsqu'ils traversent le ciel. À Paris, quand vous en avez des centaines même dans les nuages. Et les aérosols qui sortent des avions partent dans le ciel et cela permet de réfléchir les rayons du soleil. Donc on va pouvoir changer les nuages d'aérosols marins. On sait le faire. Est-ce qu'on veut le faire? On peut ajouter des aérosols dans la stratosphère. Ils vont y rester pendant des siècles. Mais encore une fois, il faudrait recommencer pendant des siècles. On ne pourra plus arrêter. Et on rajoutera du CO2 dans l'atmosphère si on continue à brûler des carburants fossiles et on rajoutera des aérosols stratosphériques. Si à un moment donné, on arrête de rajouter les aérosols stratosphériques dans le ciel, les changements climatiques seront immédiats et catastrophiques. Quand je dis immédiat, c'est en quelques années. Et catastrophique, ça veut dire c'est pas 2 degrés d'augmentation de la température, mais 5, 6, 7 ou 8 degrés d'augmentation de la température. Ça dépendra un petit peu des conditions. Donc, ce sera difficile de le faire de manière responsable. La gouvernance est l'un des problèmes les plus importants. Il y a toujours des perdants et des gagnants. Si on ajoute des aérosols stratosphériques, certains pays seront protégés et vont se rafraîchir, d'autres le contraire. C'est difficile donc de trouver une méthode de gouvernance pour un processus de la sorte. Alors, il y a d'autres scénarios climatiques pour l'avenir qui dépendent énormément des actes humains, des actions humaines. Et des réductions sont nécessaires pour éviter des conséquences sur la nature. Les efforts d'adaptation, c'est très bien, mais le vrai problème ici, c'est la production d'énergie. Une chose ensuite, avant de passer à autre chose, l'augmentation des aérosols stratosphériques vont également diminuer la couche d'ozone. Il y aura d'autres effets en cascade que nous aurons du mal à contrôler. Donc, on peut changer cette couche d'albédo dans la planète, mais si on le fait, on ne peut plus s'arrêter. Ça réduira la température, mais ça ne résoudra pas le problème du dioxyde de carbone. Et certains pays vont y gagner, d'autres vont y perdre. Donc, nous sommes intelligents, destructeurs, égoïstes, mais fragiles en tant qu'espèce vivante. Qu'est-ce qui me réveille la nuit? Eh bien, si on passe à un scénario avec un autre état stable, c'est déjà arrivé, mais bien avant que les êtres humains ne deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et il y a plusieurs points de bascule. Il y en a un que nous connaissons tous, dégradation de la calotte glaciaire importante, par exemple au Groenland,
C'est pas que c'est possible, c'est déjà en train, c'est déjà en cours. J'ai travaillé au Groenland, je l'ai constaté. Il y a des cascades, littéralement, qui sortent de la calotte glaciaire qui fond au Groenland. Élimination des espèces, changement climatique. Certaines espèces deviennent interdépendantes, sont interdépendantes. Donc, on l'observe déjà dans certaines régions du monde. Et les régions les plus fragiles sont évidemment celles qui sont les plus sensibles au changement climatique. Et je viens de vous en faire voir quelques-unes tout à l'heure dans l'Antarctique. L'un des scénarios les plus effrayants, ce sont des hydrates de méthane, des méthanes congelés, et s'ils se fracturent, il y aura des modifications importantes de libération de méthane dans l'atmosphère et ça entraînera des changements climatiques. Ça, c'est un point qui inquiète beaucoup ceux qui travaillent pour la planète. Il faut donc décarboner nos fournitures d'énergie en quelques dizaines d'années. Ça peut se faire et je vais vous faire une petite proposition très modeste que j'ai faite déjà au ministère français, au ministère américain et que je vais soumettre peut-être lors de COP21. Je voudrais mettre en œuvre un programme sponsorisé par les Nations Unies pour les groupes G17, un panel, une réunion intergouvernementale sur les solutions énergétiques. Il faut trouver des solutions. Il faut arrêter de se plaindre du changement climatique. Il faut chercher des solutions. Il faut le faire. On peut le faire, mais il faut le faire. Il y a 100 ans, au début de la Première Guerre mondiale, les avions étaient faits en bois et ils volaient avec des hélices. Et il n'y avait pas d'avion de ligne. 100 ans plus tard, on va tous dans des Boeing et des Airbus de l'autre côté de la planète. Il y a 100 ans, il n'y avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, personne ne veut vivre sans un ordinateur. On n'avait pas de téléphone, on a des téléphones. On n'avait pas d'électricité, aujourd'hui, on a l'électricité. Alors, si on a eu la volonté de le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté politique. Voilà, je voudrais vous délivrer un dernier message. Nous pouvons le faire, mais il faut le faire. On ne peut pas se contenter d'en parler. Passons à l'acte.